Bonjour, bonjour, et merci d'être présent ici. Du coup, on va pouvoir commencer la présentation sur comment on attaque généralement les drones et comment Penterts procède pour ça. Et on va vous montrer que aujourd'hui les drones, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est quand même assez accessible. Même dans le militaire, en fait, on en voit aussi assez souvent. Et en fait, on voit beaucoup de drones FPV qui sont utilisés pas très cher pour pouvoir faire pas mal de dégâts. On va vous montrer qu'aussi avec des moyens qui sont plutôt modeste, on peut aussi attaquer les drones. Après, ça reste aussi un domaine complexe. Donc c'est là où on va pouvoir aussi démarrer une discussion. Si après plus tard, après cette présentation, vous avez envie de savoir ce qu'on fait, comment on procède, quel outil, quel produit aussi on propose pour contrer ou même sécuriser des drones, voilà, vous pourrez tout simplement nous contacter. C'est vrai qu'on n'a pas de stand, donc vous nous verrez surtout avec un petit polo bleu, enfin surtout moi, bien flashy. Comme ça change un peu de tous ceux qui sont habillés en noir malgré le temps. Bon, j'essaie de garder le sourire. Euh, qui je suis? Dudek Sébastien. Vous pouvez me trouver sous l'alias Fluxius sur Twitter, sur Mastodon, etc. J'ai fondé la société qui s'appelle Penterts, qui est une société qui est très spécialisée en radio. Donc je l'ai fondée en fait après plus de 15 ans d'expérience dans différentes sociétés, notamment j'avais fait de la recherche, après j'ai fait du pentest, du red team, j'ai fait aussi de la recherche de vulnérabilité. Et ensuite, du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit cocktail. Donc, on prend ces trois expériences, on fait un petit cocktail et on appelle ça Penterts. Donc, Penterts, qui est un jeu de mots pour pentest dans le domaine hertzien. Voilà. Bon, ça fera marrer certains, d'autres ne comprendront pas. Qu'est-ce que c'est Penterts? Donc, c'est vraiment une société qui est, comme je le dis, très niche. En fait, on est très artisanal. Et voilà, c'est une société de 3 personnes. Généralement, on ne va pas s'attaquer à faire plein de choses et finalement rien. On va vraiment s'attaquer à notre sujet qui est la radio et même le hardware. Donc en fait, principalement, on va combiner les attaques hardware et la radio pour pouvoir du coup attaquer des équipements. Donc ça peut être des équipements IoT. Et aujourd'hui, en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est comment on attaque les drones et en tout cas comment on s'attaque dans ce domaine qui est quand même assez varié et assez complexe. Par contre, voilà, on ne va pas non plus parler de tous les drones, je vous en parlerai. On va vraiment se focaliser sur voilà, une petite branche de drone qui est souvent utilisée. Donc oui, Penter, c'est une société spécialisée aussi dans tout ce qui est défense, 2G, 5G. Donc ma spécialité surtout, c'est vraiment la sécurité des télécoms. On a comme clients généralement des industries, de l'OT, de l'IoT, des fabricants de différents types d'équipements, mais aussi des opérateurs. Et aujourd'hui, on travaille énormément avec la défense. Donc on propose des formations, des produits, des outils. Et puis des fois, on fabrique des outils, des POC, très rapidement, puisqu'il faut que ça soit utilisé sur le terrain très rapidement, puisque les missions, des fois, sont critiques. Donc voilà ce genre de choses. Où est-ce que vous pouvez nous trouver? Généralement, vous pouvez nous trouver aussi dans des conférences comme Black Hat, comme Hardware I/O, comme Stick, Troopers et compagnie. Bon, voilà, vous pouvez regarder notre site web. On participe aussi pas mal sur des projets open source. Ce qu'on fait, c'est souvent, on fait nos produits, on fait des outils, mais aussi, souvent, en fait, on va essayer de maintenir des produits qui sont quand même pas mal ou des outils qui sont pas mal, et on les booste un peu. Donc voilà le type de choses qu'on fait. Je ne vais pas vous ennuyer avec toutes les prestations qu'on peut réaliser, mais voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur le site web. Maintenant, parlons du contexte. Voilà, qu'est-ce que c'est les drones? Donc il faut savoir que on peut classifier les drones, alors il y en a un peu plus que ça, mais on peut classifier les drones sous 3 catégories, c'est-à-dire les drones aériens, les drones terrestres, les drones maritimes. Donc nous, ce qui va principalement nous intéresser, c'est les UAV, les FPV UAV, puisque après, vous pouvez avoir différents types de drones, par exemple les drones terrestres qui sont aussi maintenant pas mal utilisés sur un terrain et puis en guerre. Les USV aussi, qu'on retrouve aussi pas mal en guerre aussi. On entend moins parler en fait de ceci, puisque généralement, voilà, quand on parle de drones, on pense aux drones FPV. Mais voilà, sachez qu'il y a d'autres drones qui existent et ils sont utilisés dans le domaine civil comme militaire. Et aussi, bientôt, vous allez avoir aussi des robots humanoïdes qu'on commence à avoir aussi actuellement. Je ne sais pas si vous avez vu les robots Unitree qui font du tennis et qui jouent plutôt bien en commençant de rien, juste en apprenant en fait à jouer au tennis avec même des footage qui ne sont pas non plus au top. Mais voilà. Et donc du coup, les drones en fait utilisent la radio. Donc c'est vraiment notre domaine. Donc on s'est intéressé vraiment sur ce point-là. Donc la radio qui est utilisée dans les drones, c'est du coup de la radio qui est utilisée pour commander le drone. Donc par exemple, au moment où vous allez demander à un drone de se lever, de tourner, etc., on va utiliser une liaison qui est la liaison RC, qui est la liaison en fait qui sert à commander le drone. Donc en fait, la liaison RC, dans les drones UAV, FPV, vous avez différents types de technologies. Celles qui sont les plus utilisées actuellement, c'est ELRS qui utilise en gros la radio LoRa-Phi, un peu boostée. On parlera aussi de ça, mais après. Vous avez aussi tout ce qui est les UAV mâles.
ceux qui généralement utilisent par exemple les liaisons satellites pour pouvoir être guidés. Donc ceux-là, ils coûtent plutôt cher. En fait, ce qu'on va retrouver surtout par exemple en Ukraine ou dans d'autres zones de conflit où on n'a pas envie de dépenser beaucoup d'argent, c'est surtout la partie UAV-FPV. Après, vous avez d'autres technologies comme les UAV MAL, aussi les UGV et compagnie qui utilisent aussi pareil ELRS. Vous avez les UUV. Alors malheureusement, voilà, dans le maritime et surtout sous mer, c'est compliqué d'aller diffuser de la radio, surtout en 2 Go 4 et même en 868 ou même 433. Voilà, vous risquez pas de capter grand-chose. Il faut vraiment utiliser de la radio avec une très très faible basse fréquence. Et généralement, c'est même pas encore très très optimisé. Généralement, on va plutôt aller sur de la fibre, si on peut, ou de l'acoustique, ce qui aussi rend la liaison très très lente. Mais voilà, c'est pas encore très très simple d'aller diffuser de l'information sous mer. Pour la partie vidéo, vous avez généralement la partie vidéo qui est présente en 5 Go 8. Donc c'est là où on va commencer à regarder en 5 Go 8 ce qui se passe. Vous avez aussi tout ce qui est Q-band pour les UAV mâles. Vous avez pareil pour les UGV, les mêmes technologies finalement qu'on retrouve en UAV FPV. Donc voilà, vous voyez que même si on parle pas aujourd'hui on va pas parler des drones terrestres maritimes, il y a quand même des similitudes. Où est-ce que sont utilisés les drones FPV? Donc principalement, je pense que vous avez vu dans le domaine civil, par exemple, on a les drones FPV qui sont utilisés, par exemple, typiquement pour la livraison de colis. Alors nous, on ne le voit pas personnellement. Il y a aussi des drones qui vont permettre de faire déplacer même des personnes d'un endroit à un autre. Donc on les voit finalement dans pas mal de domaines. On les voit aussi pour cartographier un terrain. Il y a plein de domaines, voilà, hors en fait la partie militaire où les drones sont utilisés. Mais par contre, les drones peuvent être aussi détournés. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu par exemple la problématique des prisons. On a les drones qui sont utilisés par exemple pour livrer un colis. Un joli colis de Noël, comme on le voit ici, à un prisonnier. Donc là, on va avoir des drones FPV qui sont aussi pas très chers, puisque l'idée, c'est voilà, on lance le drone assez rapidement. Il ne faut pas qu'il soit intercepté. Il faut qu'il aille en fait dans une direction qui sera la direction de la personne qui va prendre le colis. Et ensuite, hop. Le drone peut être même perdu et ne doit pas non plus coûter hyper cher. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas utiliser par exemple typiquement un drone G qui va coûter entre 500 et 1000 euros. On va plutôt utiliser aussi un drone FPV un peu custom qui coûte à peu près entre 150 et 200 euros, des fois 300 max. Mais voilà, on ne va pas non plus dépenser beaucoup. Dans la guerre aussi, typiquement, vous pouvez voir que ça ne date pas d'hier. On a les drones qui sont utilisés déjà, même bien avant, peut-être 2016, mais en gros, les premières publications, les premières documentations qu'on a pu voir, qui faisaient peur d'ailleurs, c'est par exemple en 2016, où on avait le groupe ISIS qui avait justement commencé à utiliser des drones J pour lancer quelques grenades. Après, en 2019-2022, on a commencé aussi à voir de plus en plus les drones utilisés en combat. Donc c'est là qu'on a pu voir aussi les dégâts que peuvent faire un drone FPV pour pas cher. Et puis là, ça continue. Et on voit en fait que les techniques en fait, varie. Donc au début, on avait vraiment des liaisons, même en radio, on avait vraiment des liaisons qui étaient très très utilisées dans le domaine civil. Et vous allez voir que, en fait, maintenant en guerre, c'est un peu le jeu du chat et la souris. C'est que même si vous avez des technos, par exemple, qui permettent de faire du jamming, qui permettent de poser un drone et compagnie, en fait, l'innovation est telle que il y a toujours d'autres choses qui vont apparaître. Par exemple, en radio, on va essayer de chercher une radio sur des zones qui sont complètement blanches, qui ne sont pas beaucoup utilisées, donc pour faire poser un drone. Surtout pour éviter que le drone soit posé, pour éviter le jamming. Ou alors, on va utiliser la fibre optique. Donc maintenant aussi, sur des terrains, on va trouver par exemple pas mal de fibres, ce qui fait aussi un peu peur. Donc après, voilà, en termes radio, il y a toujours quelque chose à faire. Même si les drones utilisent de la fibre, on peut utiliser tout ce qui est, par exemple, les émanations que peuvent faire un drone. Et c'est là, par exemple, pour Penterts, on peut se servir de ça, par exemple, pour les émanations, on peut s'en servir pour les détecter aussi à distance, à une certaine distance aussi, avec des limites, mais aussi, par exemple, pour aller sécuriser un drone, pour éviter qu'un drone émette trop, c'est-à-dire émette trop de sa signature dans les airs. On va aussi conseiller aux fabricants de blinder un minimum pour que le drone soit plus ou moins furtif, même s'il utilise une liaison fibre. Mais de manière classique,
en termes de coût, qu'est-ce que ça représente un drone FPV? Vous voyez, vous avez du plastique carbone à 30 euros maximum. Réellement, si vous le fabriquez vous-même, c'est encore moins. Vous avez le contrôleur qui coûte aussi un peu son prix. Vous pouvez très bien aussi limiter ça en achetant en gros, par exemple dans des boutiques chinoises. Vous avez les moteurs, la partie analogue qui sert à la vidéo. Alors celle-là, elle est essentielle pour savoir exactement où ça se trouve. Donc c'est ça généralement qui nous intéresse aussi. La partie, par exemple, ELRS, RC Receiver. Donc là, on est dans un FPV qui va utiliser ELRS, qui est pas mal utilisé puisque ELRS, comme utilise LoRa, le LoRa est utilisé vraiment pour faire de la longue distance à fond. Donc voilà. Donc vous voyez que plein de composants sont utilisés et ça coûte pas forcément cher. Vous voyez, maximum, on peut en avoir pour 200 euros. Réellement, je pense même beaucoup moins, si on se débrouille bien. Et du coup, pour la partie détection, donc par exemple pour ceux qui sont intéressés pour savoir exactement comment détecter des drones, il y a plusieurs techniques. Notamment, il faut savoir que pour certains drones, par exemple G implémente ce qu'on appelle Open Drone ID, par exemple un ID qui va être détecté alors soit par Bluetooth, Wi-Fi et même aussi radio sur OcuSync. Sur OcuSync aussi, on va voir qu'il y a une évolution puisque OcuSync est passé de 1.0 à 4.0. Donc il y a un ID qui est chiffré. Donc cet ID-là, du coup, ça sera un hash. Et ce hash, il va changer à chaque session, donc à chaque démarrage. Mais voilà, on peut toujours identifier les drones, par exemple G. Sauf que voilà, ça c'est dans le monde normal, mais dans le monde en fait militaire, c'est différent. Et du coup, pour la détection, il y a généralement même, il n'y a pas de remote ID, il n'y a pas de, par exemple, même si on veut attaquer après plus tard, on ne peut pas directement attaquer via GPS parce qu'il y a un minimum d'équipement. On va dire qu'il y a juste la partie RC et la partie vidéo au minimum. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment présent en fait dans les drones FPV qu'on voit couramment, même en zone de guerre. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Et ce qui est bien justement avec les drones FPV qu'on utilise actuellement, c'est qu'on peut les utiliser à des courtes, mais aussi même des longues distances. Par exemple, pour la détection, on peut les détecter à peu près entre 1 et 5 km. Tout dépend finalement du coup, de notre antenne, de notre équipement, du dynamic range d'un équipement. En fait, on ne va pas prendre un SDR comme ça pour pouvoir essayer de détecter. On va prendre un équipement qui sera beaucoup plus sensible, qui va permettre justement de gagner aussi un tout petit peu de distance. Et aussi, il faut faire gaffe à l'antenne, puisque l'antenne, c'est comme un appareil photo, c'est comme une focale. Il faut éviter justement d'utiliser une antenne qui vient d'Amazon. Mais voilà, avec un bon équipement, vous pouvez les détecter d'assez loin, même à plus de 5 km. Les sensors que vous allez pouvoir justement utiliser pour pouvoir aller détecter des drones, vous allez pouvoir utiliser des radars, même en optique, en IR, vous pouvez typiquement les détecter. Vous pouvez aussi utiliser l'acoustique. Typiquement, c'est ce qu'on utilise par exemple pour les drones qui utilisent de la fibre optique. Donc on va utiliser vraiment le son du drone qui va permettre justement avec des micros qui sont très très sensibles, vous entendre si un drone s'approche. Parce que voilà, en radio, comme ils émettent pas énormément de choses, pas énormément de signatures, du coup, en fait, on se sert de ça en plus. Et si on arrive à détecter une émanation, à ce moment-là, du coup, on a 2 paramètres qui nous permettent de détecter un drone. Donc voilà, nous, en fait, on va surtout parler ici de détection passive. Donc, je vais vous montrer quelques petits trucs. Mais aussi, il faut savoir que dans la partie RF, on ne couvre pas par contre la partie EM, mais la partie EM est assez intéressante. Donc ce que j'ai dit justement, chaque drone, même s'il n'émet pas vraiment de vidéo, puisque si on le branche par exemple typiquement avec de la fibre, il ne va pas émettre en vidéo, il ne va pas émettre en RF. Donc on va quand même pouvoir en fait, s'il n'est pas bien blindé, typiquement, voir par exemple qu'il est présent. Parce que de toute façon, il émet toujours une signature avec ses émanations, sauf s'il est bien blindé. Mais voilà, il y a toujours généralement une fuite à exploiter. Si on veut par exemple aussi, alors ça c'est une technique qui est courante, qui est beaucoup utilisée, si on a envie d'aller attaquer un drone de façon à ce qu'on le fasse poser ou alors tout simplement le faire tomber comme une mouche, tel que les drones FPV, on va utiliser des techniques de jamming. Le problème c'est que ces équipements sont pas mal calibrés sur des fréquences qui sont vachement utilisées comme 433 MHz jusqu'à 2 Go 4, 5 Go 8. Il y a certains qui vont faire de l'UWB, mais c'est hyper difficile de faire de l'ultra wideband. Parce que l'ultra wideband, en fait, à couvrir, c'est énorme. Et aujourd'hui, les drones FPV qu'on peut trouver sur le domaine militaire sont généralement réglés à peu près dans les 1 giga, 1 giga 3 de mégahertz, ceux qui utilisent ELRS. Donc voilà. Donc ça, il faut pouvoir le couvrir avec un jammer. Et normalement, il y a des jammers qui couvrent ça. Mais voilà, vos attaquants vont souvent même changer la fréquence sur des fréquences qui sont dans des zones de blanches, pas trop utilisées ou alors très utilisées, de façon à
être vraiment sous les radars. Mais vous voyez que généralement, classiquement, les drones civils, on les voit sur des fréquences qui sont des bandes ISM, donc des bandes qui servent généralement à tout à chacun. Enfin, chacun peut émettre sur ces bandes-là, mais voilà, dans le militaire. Et aussi, si on a envie de cacher, on peut en fait, par exemple, modifier les équipements pour pouvoir aller envoyer sur des fréquences qui sont moins courantes et donc du coup un peu plus cachées, quoi. Donc comment analyser un drone? Donc principalement, les drones qui nous intéressent, donc c'est les drones FPV, donc c'est les domaines d'application. Généralement, on les a découverts dans les courses pour faire du freestyle, pour faire généralement voilà, de la recherche et même essayer d'aller secourir quelqu'un. Mais voilà, on le voit aussi dans le militaire. Ils peuvent être équipés d'un GPS ou non, ça dépend. Mais généralement, voilà, dans le domaine militaire, on enlève ça puisque si on fait de l'autopilote avec le GPS, comme on peut hijacker le GPS, techniquement, c'est quelque chose qu'on a envie d'éviter, donc c'est pas quelque chose de fiable. Donc le GPS est vraiment en option. On a le control link dont j'aurais parlé. Donc généralement, le control link, on le voit souvent en 2 Go 4, sur 828 MHz, 900 MHz. Tout dépend de la région où vous êtes. Mais en fait, voilà, comme je vous l'ai expliqué avant, on peut très bien modifier les fréquences. Le vidéo link, on le trouve très souvent en 8 Go, enfin 5 Go 8. Et les technologies qu'on va recevoir, enfin qu'on va pouvoir avoir, par exemple, surtout en vidéo, c'est beaucoup d'analogique. En fait, l'analogique, c'est, on va dire, la technologie la moins chère. Après, on peut très bien utiliser aussi de la vidéo numérique. Mais voilà, si on veut concevoir un drone le moins cher possible, on va avoir souvent de l'ELRS avec du LoRaWi et de l'analogique en vidéo, en 5 Go 8. Donc voilà à peu près les types de protocoles que vous pouvez retrouver, notamment Express LRS, avec les fréquences qui suivent, qui a aussi un protocole en fait à la base open source. Donc c'est là en fait où il est vachement utilisé parce que comme il est open source, on peut facilement le modifier, donc on peut essayer d'être vraiment sous les radars. On a aussi Crossfire qui est aussi pas mal utilisé mais qui est propriétaire, donc on va dire qu'il est un peu déprécié si on a envie de vraiment être sous les radars et envie de faire un truc custom. Ghost, il y a Tracer, il y a FreeSky, il y a G aussi. Qui est pas mal utilisé. Mais réellement, voilà, Express LRS, c'est vraiment le choix par défaut de ceux qui ont envie de customiser et avoir un drone pas très cher. GeoQSync, à quoi ça ressemble? Alors, pour ceux qui pensent que justement, il y a aussi à la base des drones G qui sont utilisés, eux, en fait, sont vachement utilisés pour surtout la vidéo, puisque en fait, vous allez avoir des vidéos de top qualité. Avec ça, ça permet vraiment de faire pas mal de découvertes de terrain. Et donc, en gros, si on veut découvrir, par exemple, des drones G, on va les découvrir un peu de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on va prendre un analyseur de spectre, donc pas vraiment ça, mais quelque chose voilà, d'un peu plus spécialisé qui va permettre de balayer plein de fréquences, donc par exemple de 9 kHz jusqu'à 9 GHz ou même plus. Et c'est là où on va voir, par exemple, que, tiens, on a des choses qui arrivent en vidéo, en se focalisant dessus, on arrive à voir par exemple des petites trames, donc des tout petites chirps en fait au début. Donc on voit qu'on a une sorte de petite liaison en fait au FDM qui est présente. Et donc ça pourrait correspondre en fait à quelque chose qui est du protocole OcuSync. Et après voilà, il y a différents types de protocoles OcuSync. Il y a OcuSync par exemple 1 qu'on voit ici, où généralement tout fonctionne vraiment sur une bande. Après, vous pouvez avoir aussi OcuSync 4 qui est ailleurs. Pour détecter OcuSync, généralement, vous avez des matériaux qui sont, enfin des outils qui sont assez spécialisés comme Aéroscope, parce que justement la police aussi, face du fait qu'il y a du chiffrement aujourd'hui de la localisation des drones, en fait maintenant propose à la police et à d'autres services des solutions comme Aéroscope pour pouvoir détecter les drones, voir l'ID et savoir où se trouve le drone. Puisque aujourd'hui, on est incapable, sans avoir à dumper par exemple la télécommande ou alors d'attaquer les clés, d'avoir en fait l'ID directement. Donc ça demande pas mal de travail. Si par exemple en OcuSync 4, on souhaite récupérer des infos, on voit qu'on a du garbage. En fait, il y a vraiment un truc qui ressemble à rien. On voit que la latitude est complètement bizarre. Et la seule chose qu'on est capable de capturer actuellement, comme ça, sans avoir à casser les clés, c'est par exemple l'ID. Donc on va du coup essayer de dériver justement les informations, les trames, pour récupérer en fait le HID et du coup récupérer ce HID par session. Et par contre, voilà, le problème, c'est que ça sera difficile de traquer un drone, en tout cas un drone qui est connu, puisque à chaque session, à chaque démarrage de drone, l'ID va changer. Mais voilà, au moins, on a encore une technique pour pouvoir, enfin, grâce au HID, on peut toujours détecter qu'il y a un drone et voir à peu près quel type de protocole. Mais voilà, en guerre, généralement, on veut le moins cher, on ne va pas prendre le drone qui coûte 800 €, 1000 €, 2000 €. On va plutôt aller sur des drones custom. Et généralement, voilà, j'en ai apporté un ici. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des démos, mais si j'ai pas le temps, au pire, on pourra se voir dans une petite table et puis on se fera des petites démos.
De toute façon, j'ai l'habitude de faire ça, un peu à la volée en mode workshop. Le hardware qui est utilisé généralement, c'est du chip XX. Donc, il faut savoir que ces chips-là sont comment dire, très peu chers. Ils coûtent à peu près entre 5 8 euros, des fois 15 euros, tout dépend vraiment du volume que vous allez acheter. Et en fait, c'est vraiment des chips qui sont utilisés même dans tout ce qui est LoRaWAN. Donc, par exemple, on les trouve en industrie, on les trouve dans pas mal d'applications, dans les sensors et autres, mais du coup aussi dans les drones. C'est assez marrant parce que LoRaWAN, c'est pas normalement une technologie, enfin surtout LoRa, pardon, c'est pas généralement une liaison qui est hyper rapide, donc qui est quand même pas mal lente pour pouvoir distribuer de l'information, mais du coup qu'on booste pas mal avec ELRS. ELRS, on utilise en fait vraiment LoRa au plus fort de ses performances, quitte à des fois perdre un peu d'informations. Et donc du coup, en fait, c'est surtout lorsqu'on utilise un chip comme les SX 1276 ou 1278, en fait, ces chips-là, principalement, on va utiliser surtout pour des liaisons LoRa classiques, puisqu'on va les utiliser par exemple en 868, 915, 433 MHz. Donc généralement, il y a juste besoin de changer les registres. On peut essayer de faire arriver quand même le chip à 1200 MHz. Le seul problème, c'est qu'on risque d'avoir des quelques distorsions, un problème de dynamic range, donc voilà, un faible signal. Et ce n'est pas vraiment, on va dire, le chip RF qui est utilisé par référence. Par contre, ce que vous allez surtout voir, c'est les chips qui sont les SX 12080, qui ressemblent à ça, en fait, si on regarde un peu, où vous voyez les différents composants, par exemple, comme un mixeur, comme le ADC, et ensuite les différents modems. Donc voilà, c'est vraiment une abstraction de ce qui se passe dans ce qu'il y a dans le chip. Mais justement, en fait, un truc qui est assez marrant, c'est que pour pouvoir modifier la fréquence, pour éviter d'utiliser des bandes classiques, on va justement modifier, du coup, on va remplacer le cristal qui est utilisé par l'équipement, enfin par le chip RF, et on va remplacer le cristal de 52 MHz à 26 MHz. Donc en fait, on divise du coup la fréquence du cristal par deux pour pouvoir atteindre justement ces fréquences-là, puisque certains vont peut-être se rappeler en physique que par exemple, si vous utilisez par exemple typiquement un cristal par exemple de 52 MHz qui va justement servir d'oscillateur sur le mixeur qui est présent en fait tout à gauche avec une croix, en fait, si vous utilisez un cristal qui est moindre, vous allez du coup passer de 2,4 GHz à 1200 MHz. Et ce qui est bien aussi en faisant cette technique, c'est qu'en gardant ces chips-là, on a la capacité de faire non seulement du LoRa, mais aussi de faire du fast LoRa range et aussi du GFSK, donc des émissions qui sont très très rapides, plus rapides que du LoRa classique. Donc c'est pour ça justement qu'on va plutôt favoriser ce type-là, on va modifier un tout petit peu et on va pouvoir arriver sur des bandes qui ne sont pas trop utilisées et du coup ça va rendre les choses intéressantes, surtout dans le contexte de guerre. Donc ouais, ELRS principalement est utilisé pour des liaisons longue distance, donc on va favoriser aussi l'ORAFI qui fonctionne sur des modulations de chips, donc je montrerai ça sur les photos, ou sinon du Fast Long Range Communication qui utilise du GFSK. La différence entre les deux, c'est que LoRa, vous pouvez vraiment envoyer très très loin, donc vous pouvez même limite envoyer même plus loin que 20 km dépendamment, par exemple si vous avez une bonne antenne et aussi une bonne puissance d'émission. Par contre, le FLRC, c'est très patate. Le seul souci, c'est qu'en termes de range, il va falloir envoyer avec un peu plus d'amplification. Et puis ensuite, par rapport aux éléments que vous allez aussi rencontrer, ça ne va pas être le top. Donc, vous allez pouvoir faire des liaisons qui sont très rapides, mais avec des plus courtes distances que l'ORAFI. Le LRS, à quoi ça ressemble? Donc, principalement, si vous voulez regarder, par exemple, qu'est-ce que j'ai généralement sur le LRS. Donc, il y a plus de choses que ça. Généralement, quand on regarde avec les télécommandes, je n'ai pas ramené de télécommande là, mais si vous voyez avec les télécommandes par exemple, de drones FPV, en fait, vous allez voir pas mal de choses qui vont se passer sur une bande de 100 MHz. Et donc, typiquement, des liaisons en fait, qui vont ressembler à ça. Donc, des petits pâtés qui vont arriver en fréquence. Et si vous du coup, zoomez un peu sur ces pâtés-là, vous allez voir, du coup, il y a des petits chips qui sont présents ici, que vous voyez, en fait, des petites bandes comme ça en diagonale qui sont présentes et qui montrent finalement qu'on a à faire une liaison LoRa. Et en fait, en allant calculer, par exemple, le temps d'un symbole, on découvre qu'on a généralement du spreading factor 5 qui est aussi moins utilisé dans des LoRaWAN, mais plus utilisé dans des drones, parce que un spreading factor, quand vous tapez un spreading factor faible, vous pouvez envoyer plus rapidement aussi une donnée. Si vous partez sur un spreading factor 12 qui est utilisé notamment dans les liaisons LoRaWAN pour avoir une information en fait, assez lointaine et assez résistante,
le problème, c'est que le data rate va être moindre par rapport à du spreading factor 5. Et donc, du coup, on va favoriser par exemple un spreading factor 5. On va utiliser des bandes qui sont entre 500 kHz et 800 kHz, donc des bandes qui ne sont pas classiques dans du LoRa. Et on va, du coup, ajuster en fait typiquement par exemple comme j'ai dit aussi avec le cristal, on va modifier pas mal de choses, donc on va pouvoir utiliser finalement les propriétés du SX 1280 au maximum de ses performances pour pouvoir envoyer vraiment en mode patate et envoyer aussi sur des fréquences différentes en utilisant un autre cristal. En termes de sécurité, ELRS, c'est ça la partie intéressante, c'est que ELRS, c'est pas hyper sécurisé en vrai. Si vous cherchez par exemple des informations sur est-ce qu'il existe du Secure ELRS, en vrai, il y a des ELRS qui sont custom, que les gens n'utilisent pas beaucoup. Enfin, il y a vraiment des implémentations qui suggèrent d'utiliser un peu de sécurité, mais en fait, aujourd'hui, il n'y en a pas. En fait, il faut savoir que ELRS commence par d'abord une sorte de binding mode. Donc, en fait, vous avez une télécommande au début, et le drone, au début, vous allez devoir binder ce drone. Mais en fait, qu'est-ce que c'est le binding? C'est des paquets qui vont être envoyés, qui vont, en fait, du coup, générer une sorte de UID. Donc, en fait, il y aura un UID qui va être généré à la volée, qui va, du coup, être associé en fait entre le drone et la télécommande, et en fait après c'est tout. Le reste est tout en clair et il n'y a pas de chiffrement, il n'y a pas d'authentification, il y a moyen de même replay en fait, du coup de rejouer des commandes. Après, la seule limite qu'on a principalement, c'est qu'on a beaucoup de hopping, donc les fréquences, comme j'ai dit avant, voilà, il y a un changement quand même de fréquence, donc il faut savoir sur quelle fréquence on va pouvoir renvoyer des paquets, mais on peut renvoyer des paquets et ça peut donner des choses. Alors typiquement, si j'arrive à changer la souris. Hop, attendez, j'arrive parce que la souris qui est un peu comment dire, pas trop au top de sa forme. Bon, comme le PC est un peu vieux, forcément. Hop, je vais mettre ces petites souris là. Hop, parce que je vois que je suis bloqué. Hop, voilà, super. Donc là, c'est cool. Je vais pouvoir vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Donc pam, 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 pam. Voilà, je vais prendre download. Je vais prendre InCyber, hop, InCyber, voilà. Donc par exemple, principalement ELRS, si on le hijack, ça peut montrer des petites choses comme ça, quoi. Hop. Donc par exemple, typiquement un drone qui va être, en fait, on ne voit pas trop bien avec la vidéo, mais si on regarde vraiment à droite, en fait, on a un drone qui est limite en fait à 3600 mètres, et ce qui peut être aussi assez compliqué. Et en fait, généralement, comme on replay des paquets, ces paquets-là en fait, sont rejoués, on va pouvoir faire monter le drone et du coup aussi le faire baisser en niveau batterie, puisque justement, en fait, comme on peut rejouer des paquets qui permettent de faire monter le drone le plus haut possible, du coup, on va drain la batterie au maximum. Le drone, à la fin, va tomber, va être impossible à récupérer même sur le terrain et ne va même pas pouvoir effectuer sa mission. Bon, il va sûrement exploser aussi. Mais voilà, ELRS est en fait, à la base, les failles de ELRS, comme vous pouvez le voir, ça c'est une vidéo qui est amateur, qui montre en fait un peu l'enjeu du terrain. On ne voit pas grand chose, on voit juste un drone en fait qui monte à 3600 mètres, mais c'est des vulnérabilités qui sont en fait utilisées sur terrain. Donc en fait, voilà, les limitations en termes de sécurité, le fait que l'ELRS ne soit pas secure, ça montre qu'on peut quand même hijacker les drones, on peut les faire poser, on peut aussi les contrôler, on peut les faire monter. C'est pas très sécurisé. Et ça, le pire, c'est qu'en fait, à la base, il y avait le groupe NCC qui s'était appuyé sur le sujet et qui avait proposé, par exemple, un moyen même de sécuriser même l'UID, parce qu'en fait, à la base, si vous capturez l'UID, qui permet justement d'être associé à un drone. En fait, ça c'est encore pire parce qu'il n'y a même pas besoin d'avoir d'équipement spécial pour aller dériver un drone. Vous pouvez typiquement prendre une télécommande, choper l'UID, la mettre sur votre télécommande et du coup essayer d'utiliser cette UID pour pouvoir commander le drone. Et ça c'est encore pire parce que voilà, en fait, au moment où il y a le binding est déjà fait, au moment où vous avez l'UID, vous pouvez du coup utiliser cette télécommande pour dériver le drone et même le renvoyer vers l'ennemi, en fait, très facilement. Avec la radio, vous pouvez rejouer, vous pouvez aussi faire ça, mais avec une télécommande, vous pouvez générer et utiliser justement les différents paramètres, surtout comme vous savez, comme vous faites un peu de learning et vous pouvez savoir sur quelle fréquence vous allez hopper, vous pouvez typiquement savoir, du coup, en connaissant la séquence de hopping, vous pouvez le contrôler et aller le détourner. Donc, le boot sequence, comment ça marche généralement pour pouvoir commencer à envoyer des paquets à un drone. On va. On a dépassé.
Ouais, bon, désolé. Alors on en a un tout petit peu dépassé, mais vous pouvez aller voir typiquement le petit GitHub en fait Express ELRS qui est assez marrant, qui dit justement que ELRS n'est pas du tout sécurisé. Et du coup, il y a un gros troll à ce niveau-là. Et il y a aussi des gens qui donnent leur retour. Si vous voulez savoir un peu plus sur ça, n'hésitez pas du coup, à me voir ou aller aux différentes conférences comme Hardware.io, NorthSec et compagnie. On fait aussi des trainings qui sont très spécialisés dessus. Ou sinon, regardez quels produits on fait. Et puis en conclusion, voilà, les drones, c'est un domaine qui est, on va dire, très intéressant, où on peut attaquer du coup, les télécommandes, les drones en eux-mêmes, la liaison fibre. On n'en parle pas, mais c'est aussi assez intéressant parce qu'on peut s'intéresser aux liaisons, enfin à la partie EM. Et si on souhaite justement faire de la contre-mesure de drone, ça demande quand même pas mal de travail, mais vous voyez que, bon, j'aurais voulu vous montrer que c'est quand même plutôt accessible à partir de 500 €, mais si vous voulez, après, je pourrais vous faire une petite démo. J'aimerais qu'on vous remercie en tout cas donc, pour cette présentation, Sébastien Dudek. Merci beaucoup. Je suis désolé de jouer les méchants, mais désolé, voilà, il y a du désolé, monde derrière. C'est vrai, Alors, juste Sébastien, je sais que vous êtes donc dans le coin, dans les parages, et il y aura des petites démos comme ça sur table, voilà, qui seront faites. Bon, n'hésitez pas, merci on encore. aura des petites démos sur table. Donc, polo bleu, Il est en bleu, voilà. vous pouvez le repérer, donc voilà, fondateur de Penhertz, pardon, Penhertz. Ah, pas de souci, pas de souci. Merci.